Nous avons ce soir parmi nous deux éminents professeurs des universités. Je voudrais tout d'abord dire, parce que c'est un peu dur de dire ce sont des éminents professeurs d'université, alors que Shmuel et Beno, tous les deux, ils ont d'abord un premier point commun qu'on apprécie beaucoup. Ils sont toujours très fidèles au Centre Yaïr. Chaque fois qu'on leur demande, ils viennent. Je précise que Beno voyage demain à Paris, malgré tout, il a accepté de venir. Voilà, comme d'habitude. La vérité, ils ont d'autres points communs. Et c'est assez curieux, c'est qu'à l'occasion de cette soirée, je m'en suis rendu compte. Par exemple, si vous lisez leur livre, vous verrez qu'il y a un mot qui revient et qui est au centre, à mon avis, de la pensée de l'un et de l'autre. C'est le mot de transcendance. Et c'est quand même pas anodin du tout. Maintenant, je vais vous présenter Shmuel Trigano, puisque c'est lui qui va parler le premier. Je dirais un peu familièrement que c'est un excellent observateur du monde juif, mais je vais quand même être un peu plus sérieuse, je vais vous dire, professeur à l'Université de Paris-Nanterre, président fondateur de l'Université populaire du judaïsme, directeur fondateur de la revue d'études juives Pardes, bien connue, et donc son dernier livre, c'est La politique du peuple juif, il a reçu, il est lauréat en 2013 du prix, écoutez bien, des impertinents du Figaro pour son livre La nouvelle idéologie dominante, le postmodernisme. Donc vous voyez les deux derniers livres, c'est-à-dire La politique du peuple juif et le livre sur le postmodernisme, les deux ensemble suffirait à justifier que Shmuel parle ce soir avec nous. Alors, je voudrais tout d'abord commencer par quelques définitions, puisque, en fait, la notion de postmodernisme est très débattue. Il y a toutes sortes de définitions, et Brigitte a eu du courage de le proposer au public, parce que c'est un sujet complexe. En fait, dans cette conférence, il y aurait deux sujets. Le postmodernisme en tant que tel, et le postmodernisme et Israël, et le peuple juif. Alors, tout d'abord, je crois que vous entendez dans postmodernisme, d'abord je fais une différence entre postmodernisme et postmodernité. Le isme, vous entendez dans le isme une réalité idéologique, d'accord? Mais ce sont en fait, la postmodernité et la modernité sont deux ordres de civilisation différents. Vous voyez que le mot de postmodernité se définit par rapport à la modernité. Qu'est-ce que la modernité? Eh bien, ce fut le contraire de la société traditionnelle, c'est-à-dire la société traditionnelle était dominée par la religion, l'empire, la féodalité, la monarchie. Avec la modernité, c'est l'homme et l'individu qui deviennent au centre de l'histoire humaine, et évidemment avec cet individualisme, la démocratie et l'État-nation. En somme, l'État-nation, il est né avec la modernité qui apparaît en Europe de l'Ouest vers le XVIe siècle et le XVIIe siècle. Sur le plan de la culture, ce que dans la société traditionnelle on expliquait par l'esprit, la métaphysique, la théologie, désormais on l'explique par l'économie, la sociologie, la psychologie, c'est-à-dire la dimension matérielle et physique de la condition humaine. Et alors, que peut signifier la notion de postmodernité? J'entends bien pas de postmodernisme. Eh bien, on suppose, c'est une supposition de sociologues, de philosophes politiques aujourd'hui, qui avance l'idée que nous sommes entrés dans un nouvel ordre historique de la civilisation humaine. Nous ne sommes plus dans la tradition, nous ne sommes plus dans la modernité, mais nous serions dans la postmodernité, marquée par la mondialisation, l'amoindrissement des frontières, la prédominance du juridique sur le politique, et sur le plan de la culture, le Rav Ackerman en a touché un mot aussi, eh bien, il est question, en fait, de démanteler le modèle moderne, de la rationalité, démanteler le principe de la cohérence. Il a parlé
lui-même de centre et de centralité. Il n'y a plus de centre dans la postmodernité, mais il y a des réseaux avec une multiplicité, paraît-il, c'est la théorie, de pôles de pouvoir. Et donc, en fait, il y a toute une nouvelle définition du rapport au réel. Donc, en fait, nous serions entrés dans un nouvel ordre de la civilisation, aussi révolutionnaire que le fut la modernité par rapport à la tradition. Alors, on voit que modernité et postmodernité font référence à des ordres de la société, des ordres de la civilisation, d'organisation générale. Et de ce fait, le peuple juif lui-même est engagé dans ces grandes évolutions de l'histoire humaine et peut-être même, pourrait-on dire, de l'espèce humaine. Et maintenant, que faut-il entendre par modernisme et postmodernisme? Et là, en fait, il ne s'agit plus d'un jugement sociologique sur la réalité de la société, il s'agit d'une idéologie, c'est-à-dire d'un modèle de valeurs, d'idées, de projets politiques, sociaux, etc., que l'on veut faire triompher. Que disait finalement le modernisme? Le modernisme, c'est l'idéologie des Lumières, l'idéologie de la rationalité, l'idéologie de la politique démocratique, le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, toutes les œuvres de la modernité illustrent justement les valeurs de la modernité qui constitueraient le postmodernisme. Le modernisme. Le postmodernisme, eh bien, ce serait une démarche, une utopie, une idéologie qui aurait pour but, en quelque sorte, de corriger la modernité. La modernité, elle est accusée aujourd'hui d'avoir été fasciste, totalitaire, monolithique, raciste, etc. Tout ce qui est attribué à l'État-nation moderne, et pas seulement à Israël, mais à tous les États-nations européens. Car cette histoire ne se produit que dans l'univers démocratique. Là où il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de postmodernité. Et au contraire, une affirmation violente de l'identité, de l'ethnocentrisme, etc., qui est extrêmement valorisée par les postmodernistes. Donc en fait, il y a quelque chose aussi de suicidaire dans le postmodernisme. Donc ce serait la fin de l'État-nation, le multiculturalisme à l'intérieur de l'État-nation, donc la fin d'une identité nationale. Au dehors, la communauté internationale, je ne sais pas si vous entendez beaucoup cette expression en Israël, mais en France, la communauté internationale n'existe pas. Des fonctionnaires internationaux qui reçoivent des salaires astronomiques pour leurs fonctions ne sont pas une communauté. Bien. Donc, alors ce serait la fin des territoires, ce serait la fin des frontières, la fin des identités nationales, et puis ce serait aussi le triomphe de la doctrine des genres. C'est-à-dire, en fait, le postmodernisme a l'ambition de changer la nature humaine. Puisqu'en fait, dans la doctrine des genres, il est question de dire que finalement, le sujet individuel a la capacité de pouvoir choisir le genre auquel il appartient, masculin ou féminin. Que masculin et féminin, en fait, ce sont des rôles assignés de façon totalitaire par la société, et qu'en fait, l'individu doit retrouver sa liberté pour décider s'il est un homme ou une femme, ou un jour un homme, le lendemain une femme, etc. Bon, je caricature à peine. C'était cette idée que le genre est un choix individuel. Bien. Et que non seulement le genre, mais aussi le sexe doivent être inscrits dans la citoyenneté, qui n'est plus un sujet de droit abstrait et neutre. Mais aussi, c'est aussi l'apologie des droits de l'homme, mais attention, les droits de l'homme contre les droits des citoyens. Car on va comprendre la portée de cela. C'est aussi l'apologie de la démocratie participative, qui n'est plus la démocratie représentative. Dans la démocratie participative, les minorités sont les acteurs du jeu politique. Dans la démocratie représentative, c'est les individus, mais aussi les partis politiques élus par les individus. Donc en fait, au nom de la démocratie, on promeut une utopie qui en fait n'est plus le régime démocratique. Bon, le terme de démocratie s'y prête d'ailleurs, c'est à la fois un régime politique,
et une utopie qui en fait n'est jamais réalisée totalement. Il y a toujours plus de liberté, etc., etc. Bien, donc en fait, alors voilà pour les définitions de postmodernité et de postmodernisme. Il est possible que nous soyons dans la postmodernité, mais il n'est pas nécessaire que nous devenions postmodernistes. Parce que, en fait, moi, je n'ai aucun pouvoir, ni comme individu, ni comme peuple, de changer l'évolution de l'humanité. Mais néanmoins, j'ai le pouvoir de me définir dans cette évolution. Et donc, alors, je rajouterai une petite annexe sur post-sioniste. Certains estiment que le sionisme politique, dans son strict sens, a terminé son rôle. Ce qui est probable. Ça ne veut pas dire que Shivat Tzion, que le retour à Sion soit terminé. C'est une époque qui est terminée. Dans ce cas-là, on pourrait dire, bien, le sionisme politique a rempli son rôle, un État est créé, etc. Nous sommes entrés dans une époque post-sioniste, mais elle n'est pas nécessairement anti-sioniste. Voyez. Mais par contre, il y a une autre acception de post-sionisme qui est justement l'antisionisme, un antisionisme d'un genre nouveau, dans la mesure où il n'est plus l'antisionisme diasporique du 19e siècle et de l'époque de Herzl, c'est l'antisionisme matiné de postmodernisme, c'est-à-dire valorisé comme étant une application justement des idées postmodernistes dans le cas des Juifs. Donc en fait, il faut naviguer entre toutes ces notions et de tous ces concepts. Alors maintenant, je voudrais parler, puisque c'est le sujet en général, du postmodernisme et de la nation. Et là, en fait, nous touchons à quelque chose à un foyer central de l'idéologie postmoderniste, dans la mesure où la nation représente, en fait, on pourrait dire, la synthèse de tout ce dont le postmodernisme a horreur. L'identité, le collectif, la société, un ordre social, la politique, l'État, la distinction entre moi et l'étranger, etc., etc. Donc en fait, un grand projet du postmodernisme est d'abattre l'État-nation. C'est très clair chez tous les auteurs. Et là, je voudrais vous consoler ou empirer les choses en vous disant que le postmodernisme est universellement partagé par les pays occidentaux et démocratiques. C'est-à-dire que ce que vous connaissez en Israël, qui a un sens particulier, se produit également en Europe. Exclusivement en Europe, beaucoup plus qu'aux États-Unis, dans la mesure où, en Europe, est en train de se produire une transformation considérable. Elle est en cours, je ne sais pas quel sera son avenir, mais je dirais pour aller vite qu'en Europe, un empire est en train de se former. Il s'appelle Union européenne pour l'instant, il n'a pas d'empereur, mais ça se présente, d'après les modèles historiques que nous avons en tête, comme un empire. Or, cet empire est l'ennemi profond des États-nations. N'oublions pas que les États-nations modernes, là où la démocratie s'est développée au XVIe siècle, sont nés sur les ruines des empires européens. C'est vrai aussi au Moyen-Orient, sur la ruine de l'Empire ottoman, c'est là que des nations, y compris la nation israélienne, se sont créées. Et donc, si vous voulez, c'est comme si aujourd'hui il y avait une sorte de régression. Quand l'État-nation démocratique est en crise ou disparaît, c'est l'Empire qui surgit. Et comme vous le savez, comme Manitou l'a enseigné, nous avons toujours maille à partir avec les empires en tant que peuple d'Israël. Et il y a ici, ce qui se passe sur le plan de la nation, c'est en fait un transfert de pouvoir. On pourrait dire que, en règle générale, le pouvoir exécutif, le pouvoir des gouvernements, aujourd'hui est en train d'être transféré au pouvoir du tribunal, au pouvoir des cours, au pouvoir des juges, voyez, parce que l'exécutif aujourd'hui, notamment en Europe, procède par réglementarisation, en réglementant la vie des gens. Une réglementation qui est le propre de bureaucratie, mais qui n'est pas le propre ni des élections, ni des choix des gens.
Et donc, par exemple, la Commission européenne fonctionne par édiction de règlements par des experts. Et ces règlements sont censés s'imposer aux États européens encore subsistants. Bien. Mais si vous voulez, le pouvoir des bureaucraties et le pouvoir des juges n'est déjà plus un pouvoir démocratique parce qu'il n'est ni élu ni contrôlé. Or, ce qui est en train de se produire sur le plan du régime démocratique, c'est justement le dépouillement de la capacité régalienne du gouvernement, du pouvoir exécutif, au profit de corps qui sont peut-être fondés constitutionnellement, comme les tribunaux et les juges, mais qui ne sont pas censés, dans la démocratie, avoir un pouvoir, justement, par exemple, le pouvoir d'interpréter les lois. Car la loi dans la démocratie ne tombe pas du ciel, c'est le vote du Parlement qui fait la loi. Or là, il y a une sorte de transcendance factice qui est, on vous parle de la loi, l'état de droit, mais d'où vient cette loi? Elle vient du Parlement. Et si ce n'est plus le Parlement, justement, qui fabrique la loi, quel est son fondement légitime sur ce plan-là? Et donc, si vous voulez, il y a là, on me dit qu'on m'entend pas, il y a là un problème du régime démocratique très grand qui se profile, notamment un des enjeux de ce recours au tribunal, c'est de protéger les droits de la minorité. Alors, protéger les droits des minorités ou de la minorité, car la minorité, en fait, est devenue le nouveau cœur de l'arène politique. C'est comme si le démos, le public démocratique, était composé d'une série de minorités. C'est bien ça, le multiculturalisme. Et donc, la minorité, par définition, elle est menacée par la majorité. Mais, en fait, ce qui s'est passé comme dysfonctionnement, c'est que les tribunaux n'ont pas simplement défendu les droits de la minorité, mais ils ont fait de la minorité la règle de la majorité. Et là, il y a quelque chose qui fait que nous ne sommes plus justement dans un régime démocratique qui fonctionne selon la loi de la majorité, et la minorité s'aligne sur les choix de la minorité. Et donc de la majorité. Et donc il y a là toutes sortes de règles parfois bouffonnes des commissions européennes. J'ai en tête quelque chose de comique, mais j'en parlerai pas, qui fait que pour défendre les droits de la majorité, de la minorité ou des minorités, on néglige les droits de la majorité, ou on l'oblige à récipiscence, si vous voulez, justement pour que les minorités, en fait, triomphent. Alors ça, c'est en fait l'univers du multiculturalisme. Mais dans le multiculturalisme, ce n'est donc plus les individus qui sont au centre du jeu politique et qui décident de la chose politique, ce sont les minorités, les groupes. Mais ces groupes, en fait, ce sont des groupes d'appartenance. Ce ne sont pas des groupes comme les partis politiques, qui sont des groupes idéologiques, des groupes volontaristes qui poursuivent un projet politique. Et alors, j'ai fait une petite liste des groupes, parce que ces groupes, en fait, ils apparaissent dans les lois. Ben, ça peut être un groupe ethnique, un groupe religieux, un groupe racial, un groupe défini par le genre, un groupe par le choix sexuel, un groupe défini par la langue, un groupe défini par le handicap, etc., etc. C'est-à-dire, en fait, des groupes auxquels on appartient naturellement, mais qu'on ne choisit pas. On ne le choisit pas. On ne choisit pas, hélas, d'être, malheureusement, pour les malheureux handicapés, on ne choisit pas d'être d'origine juive, d'origine arabe, ou de ce que vous voulez. Et donc, en fait, ces groupes-là ne sont pas représentés par des individus qui seraient élus et contrôlés. C'est le cas des juifs aussi en diaspora, à ce niveau-là. Mais qui deviennent les interlocuteurs du pouvoir de l'État. Et l'individu est squeezé dans cette histoire, et ça c'est un bouleversement considérable de la règle démocratique, de la méthode
démocratique. Mais par ailleurs, les groupes ne sont pas égaux. Vous avez des groupes plus importants que d'autres, et c'est l'univers des quotas. Vous voyez, donc si vous dépassez un quota attribué à votre groupe, ben, vous êtes bloqué, vous ne serez pas élu à tel poste, même si vous êtes brillant, etc. Parce que le quota de votre groupe est dépassé. C'est la discrimination dite positive, d'ailleurs à laquelle les États-Unis commencent à renoncer juridiquement. Il y a eu un vote dans un État américain à ce niveau-là. Et en fait, l'univers des minorités, c'est un univers qui fonctionne sur l'idée qu'elles sont opprimées et que la majorité est oppressive, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, ça s'accompagne d'un jugement moral, justement, qui consiste à déprimer la majorité, si l'on peut dire, sur ce plan-là, toujours dans les pays démocratiques. Alors, il y a cette réalité interne, ce bouleversement du régime démocratique a aussi un impact dans la vie internationale, puisqu'en fait, on assisterait, c'est ce qui a le vent en poupe, au transfert du pouvoir de l'État-nation au pouvoir de la communauté dite communauté internationale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le rêve d'un État mondial, régi par un tribunal, qui n'est pas un tribunal rabbinique, mais parce que cette idée, elle aurait pu être judaïque, mais si vous voulez, cette idée d'un État mondial est terrifiante, terrifiante comme vision monolithique et babélienne. Je crois que effectivement, nous faisons face à une menace babélienne, de type babélien, aujourd'hui, sur le plan de toute l'humanité et pas uniquement sur le plan du monde juif. Et donc là, on est dans un cas dans lequel on voudrait forcer les États-nations à adopter des décisions de la communauté internationale, à se réglementer en fonction de ces normes, de ces principes. Et on est dans un monde qui est devenu hostile à la souveraineté nationale, si vous voulez. Par exemple, cette invention française pathétique du droit d'ingérence, avec les conséquences gigantesques. Regardons la catastrophe libyenne et la décomposition de l'Afrique subsaharienne du fait de cette invention malheureuse. Aujourd'hui, aux informations, la Libye est à feu et à sang et une junte a supprimé les pouvoirs du Parlement. Et donc, n'oublions pas que l'Occident qui intervenait voulait instituer la démocratie dans ce pays-là. Et donc, si vous voulez, ici, il y a un problème de type nouveau, parce que c'est la souveraineté nationale qui est en question, et ce qui s'appelait un système international. Car pour qu'il y ait un système international, il faut qu'il y ait des nations et des États-nations. Or, c'est justement ce qui est remis en question par des organismes internationaux. Enfin, peut-être que ça ne durera pas, mais c'est en tout cas le cas. C'est surtout le cas, par exemple, de l'Union européenne. L'Union européenne, en fait, dans sa logique, elle érode, elle sape la souveraineté nationale des États européens, des vieux États européens. C'est d'ailleurs la crise principale que traverse aujourd'hui la France, l'Italie, l'Espagne, etc. C'est-à-dire de voir que leur souveraineté nationale n'existe plus et ils vont défendre leur cause à Bruxelles comme s'ils étaient des dépendances d'un État impérial lointain. Ils n'ont pas de monnaie propre. La Banque européenne ne prête pas aux États, mais elle prête aux banques privées auprès desquelles les États doivent emprunter, ce qui alourdit de plus en plus leurs règles publiques. Bon, donc, si vous voulez, la souveraineté nationale est en question, et moi, je vois à venir un futur de nationalisme exacerbé en Europe et de guerre identitaire, dans la mesure où on aura négligé le fait qu'il y a des peuples qui sont différents. Et donc, si vous voulez, c'est le principe de réalité de la politique internationale à ce niveau-là. Donc, il y a, regardons par exemple ce qui s'est passé avec le traité de Maastricht, que les Français par exemple ont refusé, mais dont la volonté collective a été annulée par une décision du gouvernement Sarkozy ultérieurement, qui a fait comme si
le vote populaire n'avait aucun intérêt ni aucune signification. Donc là, si vous voulez, il faut bien comprendre que le problème du postmodernisme est un problème politique brûlant, en tout cas dans l'Union européenne et dans les États démocratiques, mais évidemment aussi concernant la question... Pardon ? Mais j'y arrive. Mais oui, parce que, pour vous dire un secret de fabrication, si j'ose dire, moi j'ai compris quelque chose au postmodernisme, j'ai compris qu'il existait en étudiant durant 10 ans le nouvel antisémitisme. Car je me suis rendu compte que l'idéologie néo-antisémite s'adossait à une plus grande idéologie, à une crise plus vaste, qui concernait d'abord l'ensemble de l'Europe et des régimes démocratiques. Et donc en fait, il faut bien comprendre que nous nous inscrivons dans un phénomène plus vaste que celui que nous percevons en tant que juifs, et de façon tout à fait légitime et de tout à fait réaliste. Donc, pour comprendre ce qui nous arrive spécifiquement, nous devons comprendre ce qui se trame globalement, si vous voulez. Parce que les deux sont intimement liés, d'ailleurs comme l'antisémitisme au XIXe siècle, etc. Donc en fait, si vous voulez, pour moi, l'antisémitisme est avant tout un phénomène politique. Ce phénomène politique est entré dans une nouvelle ère avec l'apparition d'une souveraineté nationale juive. Et là, si vous voulez, il faut comprendre justement l'ampleur du problème politique aujourd'hui qui se pose dans l'univers démocratique. Alors, justement, j'arrive à Israël. Dans le titre que nous a donné Brigitte, il est question de la nation juive. Alors, moi, j'aimerais bien que ça existe, mais je voudrais apporter aussi des précisions ici. C'est-à-dire, moi, je crois qu'il faut donner au mot un sens très étriqué, très étroit, si vous voulez. Sinon, on ne sait plus de quoi on parle exactement. Parce que il n'y a de nation que lorsqu'il y a un État moderne. On est d'accord, c'est ce qui apparaît au XVIe siècle avec les monarchies absolues, etc. C'est là où un État moderne, centraliste, gouverné par une loi, etc., même s'il y a un roi, apparaît dans l'histoire de l'humanité. Avant, il n'y a pas d'État. L'État est un phénomène exclusivement moderne. Bien. Et ensuite, il s'étend dans le monde entier, en même temps que la modernisation et l'occidentalisation de la planète. C'est bien le cas à ce niveau-là. Or, cet État, l'État de la nation juive, c'est l'État d'Israël. Medinat Israël, c'est son nom. Et ça a un sens très fort, évidemment. Le souvenir de l'Israël antique, du Netzach Israël, de l'Israël éternel, mais pas nécessairement pour les acteurs, ceux qui furent les acteurs du sionisme politique. Parce que si la nation de l'État d'Israël est une nation israélienne et pas une nation juive, mais je vais venir, je voudrais serrer les problèmes. C'est-à-dire que si c'est le cas, c'est qu'il y a bien une différence d'ordre idéologique et juridique, et donc spirituel, entre nation israélienne et peuple juif. Donc je propose de distinguer les deux dimensions. Alors le peuple juif, je pense personnellement, et j'espère que je ne me trompe pas, que le peuple juif est plus grand qu'un État, plus grand qu'une nation, fût-il l'État d'Israël. Le peuple d'Israël existe dans le Sinaï, dans le désert, avant même d'aborder la terre d'Israël. Il a survécu sans État. Donc si vous voulez, le peuple juif est une dimension beaucoup plus grande qu'une institution ou qu'un pouvoir, même si, évidemment, il réside dans ce cadre-là. Or, c'est justement le peuple juif qui, par exemple, aujourd'hui, peut poser des problèmes dans la nation israélienne. Quelle est la place du judaïsme? Quelle est la place de l'histoire antique d'Israël dans l'histoire des Israéliens? Quelle est la place des ultra-orthodoxes, qui est un phénomène aussi par ailleurs problématique? Quelle est la vocation finalement de l'État d'Israël s'il n'est qu'israélien, justement?
Alors là, il y a évidemment la question, toutes ces questions sont résumées dans le dicton israélien pathétique, hein, mais je l'ai étudié dans mon livre Politique du peuple juif, État juif et démocratique. Donc, si vous voulez, déjà, cette formulation, c'est une impasse en soi, parce qu'en fait, on se demande ce que vient faire juif là-dedans. Est-ce que juif, c'est un peuple? Est-ce que c'est une religion? Etc. Donc, en fait, il y a aujourd'hui, comme ça, des mots valises qui enferment les problèmes dans des solutions dans lesquelles il n'y a aucune solution, si vous voulez, ni aucun horizon. Et donc, en fait, quand on se pose ce problème, c'est qu'on juge bien qu'il pourrait y avoir une contradiction ou une différenciation entre l'État démocratique et un État juif ou une nation juive. Et c'est là, justement, que se greffe le postmodernisme, dans la mesure où il recherche l'état de tous ses citoyens, qui voudrait dire, en fait, c'est une utopie dont on n'a vu nulle part son existence au monde. Ce serait un État sans identité collective, ce qui est, au point de vue du sociologue, c'est une aberration. Toute communauté humaine a une identité. Et cette identité se définit justement par sa différence avec celui qui n'en participe pas, d'un étranger. Justement, en toute identité, il y a un étranger sur ce plan-là. C'est la condition humaine. À partir de là, on voit comment ça se déroule. Mais, si vous voulez, c'est bien la réalité. Or, ce projet, en fait, est-ce que ce n'était pas le projet de tout un courant israélien dont Alefbet Yoshua et la figure de proue, de la normalisation? La normalisation du peuple juif, c'était de devenir une nation israélienne, nation parmi d'autres. L'extraordinaire alerte et intérêt du nouvel antisémitisme, que ne comprennent pas du tout les Israéliens, c'est qu'aux yeux de l'univers, ils sont restés des vieux juifs, le juif éternel, alors que les Israéliens se sentent des hommes nouveaux, d'ailleurs en pleine santé. C'est tout à fait sain, moralement, de se sentir normal, si vous voulez. Bon, le problème d'être normal ne nous arrive qu'à nous. Aucun peuple n'a voulu être normal, comme les Juifs. Bon, si normal, c'est être souverain, avoir un État, bien sûr. Mais si normal est justement une autre figure, le projet d'un homme nouveau, en fonction de ces normes qu'il faudrait d'ailleurs questionner, nous sommes face aussi à une utopie qui en fait n'a pas totalement réussi, et ce qui explique pourquoi le sionisme politique a décliné face au post-sionisme et fait la place justement au post-sionisme. Et donc, si vous voulez, je dirais que dans l'optique du postmodernisme, c'est autant la nation israélienne que le peuple juif éternel qui sont la cible. Mais c'est ce dont ne se rendent pas compte les Israéliens. Beaucoup moins compte que les Juifs diasporiques, notamment en France ou en Europe de l'Ouest, où le regard est beaucoup plus aiguisé sur ce qui se trame, je dirais, de métaphysique, de spirituel, derrière l'attaque politique et idéologique concernant Israël ou concernant le peuple juif en général, devenu souverain, parce que c'est ça la nouvelle donne de l'histoire aujourd'hui. Et alors, nous avons, par exemple, sur la société, sur la nation israélienne, eh bien, le post-sionisme a engendré toute une série de phénomènes idéologiques. J'ai eu l'occasion d'organiser des colloques, de les analyser pendant 14 ans, justement. Par exemple, la nouvelle archéologie, qui n'est à mes yeux pas une science académique à ce niveau-là, qui est une idéologie déguisée, c'est une hypothèse présentée comme une vérité scientifique, mais la nouvelle archéologie vise en fait à démanteler complètement le texte fondateur du peuple juif, à savoir la Torah. Mais, vous savez, moi, on ne me la fait pas. C'est pas parce que ce sont des universitaires que c'est une vérité scientifique, parce que, justement, tous les discours peuvent être analysés, critiqués, et j'ai organisé 4 colloques en une année sur la nouvelle archéologie, qui ont été publiés dans Pardes d'ailleurs, où, justement, nous abordons cette question-là de toutes sortes de points de vue, de perspectives. Les sciences humaines et sociales ne sont pas des sciences exactes. Il y a des thèses, des théories, ok, elles peuvent être soumises, mais les présenter comme des vérités scientifiques
dont la conclusion devrait être politique, et un abus moral par rapport à quelque autorité académique que ce soit sur ce plan-là. Mais nous avons aussi les nouveaux historiens, où les nouveaux historiens consistent là à démanteler le récit national israélien, comme si c'était une invention, un complot. Alors, il y a des livres sur le complot de l'école historique de Jérusalem qui a inventé le peuple juif, qui aurait inventé le concept inventer l'invention, c'est ce que les postmodernistes ont à la bouche, comme si ils avaient découvert quelque chose. Toute réalité humaine, elle est aussi fabriquée, si vous voulez. Mais il n'y a qu'à voir le récit de la Genèse, voir comment la divinité s'y reprend à 3 fois pour fabriquer l'homme. Et donc, en fait, si vous voulez, cette idée qu'il y aurait une vérité toute faite, etc., n'est pas du tout celle du judaïsme ou de la vérité. Donc, en fait, on veut nous montrer que tout est fabriqué, tout est comploté, tout est instrumentalisé pour le pouvoir. Je vous invite à lire, par exemple, un livre qui est un best-seller de Mario Oliverani sur la Bible, qui est un grand orientaliste, spécialiste de la Syrie, un assyriologue. Écoutez, c'est terrifiant de voir comment on nous dit que le texte biblique a été écrit par les clercs de retour de Babel, qui ont complètement inventé. Il parle par exemple, ça me revient, Abraham, c'est un message publicitaire pour couvrir justement l'accaparement des terres qui appartenaient aux Samaritains. Et on croirait lire d'ailleurs des gens d'aujourd'hui, des idéologues d'aujourd'hui. Donc si vous voulez, je vais terminer, il y a là un problème. Il y a aussi un problème, par exemple, chez des politologues qui nous disent que la démocratie israélienne est une démocratie ethnique, une ethno-démocratie. Mais je ne sais pas de quoi ils parlent. Et partout, c'est ethno-démocratie. La démocratie française ne serait pas ethnique. Et la démocratie allemande, et la démocratie italienne, et la démocratie espagnole. Alors, mais quand on dit ethnique, c'est le mot chic pour dire race, quelque chose qui abaisse dans la hiérarchie des valeurs la réalité dont on parle. Et donc, alors la dernière nouvelle, il n'y aurait pas de peuple juif, c'est une invention. D'ailleurs, celui qui s'est fait le messager de ça, actuellement a écrit un livre où il dit qu'il n'est plus juif, il a cessé d'être juif. Bon. Et donc, si vous voulez, il y a là ici toute une gamme de disciplines, de textes, d'idéologies, etc. C'est accablant de voir cette charge, mais cette charge venir du dedans du monde juif. C'est ça le problème qui est posé. Maintenant, concernant, là je parle de l'attaque de la nation israélienne. Je parlerai maintenant de l'attaque du peuple juif. Parce qu'en fait, on ne se rend pas assez compte. Derrière l'attaque du sionisme, de l'État d'Israël comme État d'apartheid, etc., c'est très long à recenser, et bien, en fait, il y a quelque chose de plus sourd qui se mène contre le judaïsme lui-même, comme religion et spiritualité. Par exemple, je toucherai un mot, le patriarcalisme juif, l'oppression féminine juive, la phallocratie, par exemple, la grande papesse de la doctrine des genres, la philosophe Judith Butler, qui est une juive profondément anti-sioniste, elle a même écrit un livre contre le sionisme, eh bien, assimile, si vous voulez, l'oppression et la domination à l'héritage du judaïsme, ou ce qu'on appelle le judéo-christianisme. Et tout cela, évidemment, a des conséquences sur le plan politique et sur le plan culturel et idéologique. Donc en fait, je terminerai en disant que le peuple juif fait face à une attaque frontale considérable aujourd'hui. Ce qui est en jeu, c'est son destin et son identité, mais beaucoup plus encore, c'est le destin de l'État d'Israël, qui est face à une coalition considérable, qui a sapé sa légitimité avant de lui porter le coup fatal, si vous voulez. Et le drame, c'est que, comme il se passe toujours dans des situations pareilles, je crois que le front intérieur ou la société interne au monde juif elle-même est touchée
par la pression qui vient de l'extérieur. Et vous voyez que la question du postmodernisme n'est pas qu'une question purement idéologique ou philosophique. Je crois que c'est une question vitale pour le peuple juif, mais pas seulement.